Donc moi c'est David Delahaye, donc à la base j'ai fait la promo numéro 1 du master de l'Engmin. Donc j'ai fait un cursus de développeur. Aujourd'hui je suis aussi designer, ce qu'on appelle le producing, la production, mais c'est pas exactement le même rôle, contrairement à ce qui a été dit ce matin, que le producteur au cinéma. Et je fais aussi du self-publishing, c'est-à-dire qu'on prend nos jeux à nous et on les publie en tant qu'indé sur nos propres réseaux d'édition. Et après, on va voir des distributeurs pour mettre nos jeux dans les tuyaux. C'est pas habituel. Je vais pas détailler plus que ça, mais en gros, on auto-publie nos jeux. Donc j'étais à l'Engmin, je fais aussi régulièrement partie du jury de la Game Cup. Donc ça veut dire que je vois à peu près 200 dossiers de jeux par an, entre ce qu'on appelle les pew-pew, c'est-à-dire les gens qu'on encadre dans So Games ou la Game Cup. Donc je connais bien l'élaboration d'un jeu, il n'y a pas de problème. Donc je suis vice-président Charente à So Games. So Games, c'est Sud-Ouest Games. Donc c'est l'association qui regroupe les professionnels anciennement d'Angoulême Jeux Vidéo, que j'avais cofondé, et Bordeaux Games. Donc historiquement, en fait, Bordeaux Games n'était pas forcément soutenu par la région. Nous, on avait trouvé des moyens pour aller arnaquer des sous-sous. Et donc, on s'est mis ensemble en disant, bon, ça serait bien que Bordeaux prenne un peu son envol. Donc, la région de Bordeaux et la Nouvelle-Aquitaine, c'est un très très gros pôle de jeux vidéo. C'est le troisième pôle, juste après Paris et Lyon. Pour des raisons historiques. Je ne vais pas forcément revenir dessus, mais voilà. Aujourd'hui, c'est la troisième région de jeux vidéo en France. Et on est très fiers. Donc, au tout début de ma carrière, après l'Engmin, j'étais directeur technique des plateformes mobiles pour Mad Monkey Studio, SC2X. Vous connaissez peut-être ce studio pour... alors moi, je travaillais sur Totally Spies, sur Wii, par exemple, des choses comme ça. Après, donc c'était Ubisoft, l'éditeur. Ensuite, j'ai été développeur chez Motion Twin. On s'était connus en faisant Alpha Bounce sur DSi, enfin, la Nintendo DS Plus. Et à Motion Twin, je travaillais sur Mush, sur Mail et sur la techno qui servira un petit peu plus tard pour l'alpha de Dead Cells, à l'époque où c'était un tower defense. Et maintenant, je suis patron, enfin boss, du Headbang Club. En fait, on a un collectif d'artistes, donc je suis patron que par le titre et certaines responsabilités, mais on est plutôt dans une structure assez égalitaire comme on avait à Motion Twin. Donc Motion Twin, c'est une SCOP, une coopérative ouvrière de production. Donc on fonctionne encore un peu comme ça, tout petit peu différemment parce qu'on a fait évoluer le concept pour nous en tant que Headbang Club. Mais voilà, c'est un peu... donc je viens beaucoup de l'associatif et du coopératif et du jeu vidéo, quoi. Donc j'ai fait plus de 45 jeux, PC, oui, PS2 jusqu'à la 5, Xbox, Android, iOS, à peu près toutes les plateformes. Il y a juste la VR que j'ai pas trop fait, quoi. Mais si on parle de mobile, free-to-play, toutes ces choses-là, je connais très très bien. Le jeu qu'on a sorti récemment, bah, c'est Double Kick Heroes, donc c'est un jeu de rythme, un rhythm shooter, c'est du métal, des sulfateuses et des zombies. Voilà. Voilà. Non, ouais, c'est un jeu qu'on a créé ensemble lors d'une game jam. Donc une game jam, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un hackathon. C'est venu par le jeu vidéo, c'est-à-dire des moments où sur 2 jours, on va créer un jeu, un produit qui se tient, et on va le mettre à disposition des joueurs. Et c'est souvent un moment extrêmement libérateur parce qu'on peut faire ce qu'on veut. En 2 jours, on va pas le vendre. Donc on s'en tape, on expérimente. Et donc on s'est dit que nous, on avait envie de jouer à un jeu de rythme mélangé à un jeu de tir, complètement débilos, issu des univers complètement déjantés de Bob Rodriguez ou de Quentin Tarantino, quoi, hein. Et ça a cartonné direct sur Internet, dans la version gratuite. Du coup, on a prolongé l'expérience. Il y avait plein de gens qui avaient écouté du métal en adolescence, et puis le métal, c'est devenu has-been dans les années 2000. C'est revenu un peu, donc on est content d'avoir participé à ça. Mais du coup, on a eu une bande-son de ouf. Je reparlerai un petit peu du jeu plus en avant. Mais voilà, on s'est fait plaisir. Ça a marché. En plus, les gens, ils nous ont donné des sous pour jouer à nos choses, donc on était super contents. Bon, malgré tout, j'avais quand même 15 ans de carrière avant, donc faire un jeu de rythme et de tir en 2 jours, faut avoir 15 ans d'expérience avant quand même pour paquer tout ça en 2 jours, hein. C'est vraiment... c'est perf. Alors, pour financer notre jeu, on n'a jamais trouvé d'éditeur. Je ne reviendrai pas forcément sur la petite histoire, mais en gros, c'est beaucoup trop métal et trop de pixels pour les éditeurs traditionnels. Nous, on est plutôt un peu punk dans l'attitude. Euh, mais du coup, on n'a pas trouvé d'éditeur. Il faut savoir que dans le monde du jeu vidéo, il y a à peu près 5% des jeux qui ont un éditeur. Donc, on est plutôt la norme, hein. C'est pas... Quand on vous parle des grands éditeurs, il faut vous dire qu'il y a encore 20 fois plus de jeux sur le marché.
Donc c'est juste énorme. Donc on contribue aussi à d'autres jeux de potes pour se financer, hein, trouver des sous. Donc par exemple, on a travaillé sur le Pile-Up que vous avez vu, on a fait le portage Xbox. Là, vous voyez Merchant of the Sky que vous avez sûrement pas reconnu, que j'ai porté sur PS5. Après celui-là, vous connaissez peut-être, c'est Warhammer Mechanicus, qui a super bien marché sur Steam. On a pris les droits, on les a mis sur console. Donc un jeu charentais, avec un studio charentais, par des gens qui étaient à l'IUT à Angoulême, quoi. Donc on était super contents de les aider à faire ça. C'est vraiment un honneur parce que bon, Warhammer, super licence pour les gens qui aiment le jeu de rôle, c'est sympa. Et on a contribué à quelques petits outils sur Klaus. Donc je trouvais que c'était bien de vous montrer qu'on fait aussi. Alors, ok, Netflix, c'est peut-être pas du cinéma, mais le film, il est cool, quoi. Enfin, franchement, il déchire. On n'a pas gagné l'Oscar devant Toy Story 4? Vraiment? Dans les trucs plus récents, on a contribué à Windjammers 2, on a fait la version Xbox, qui vient de sortir, qui est un gros gros carton. On a fait un peu de consulting sur un jeu qui s'appelle Blanc, que vous verrez peut-être passer, j'espère qu'il va faire un carton parce qu'il le mérite vraiment. Là-dessus, vous pouvez voir un clip, on réalise des clips en pixel art aussi, donc ça c'est Gunship Music, c'est la chanson Artemis et Parzival en pixel, donc qui est servie pour Ready Player One. Donc on a aussi contribué avec des clips avec Volcorix, plus gros artiste de Dark Saint, ou encore DJ Snake, que vous connaissez peut-être. Non, seulement 1 milliard de vues sur YouTube. Et là, en fait, on contribue avec des collègues qui ont repris la licence Metal Slug pour faire un tactical. Et ils sont venus nous demander si on était chaud pour aider à faire le pixel art sur Metal Slug Tactics. Et donc, pareil, énorme carton. Ça va être un truc gigantesque avec une vidéo que je vous montrerai pas parce qu'on n'a pas tant de temps que ça. Mais très, 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 très fier de contribuer à un truc comme Metal Slug Tactics. Vraiment, c'est énorme. Donc, aujourd'hui, je vais pouvoir parler de So Games. Enfin, je suis là en tant que So Games plutôt. Je ne vais pas trop en parler, mais je vais vous parler un petit peu de chiffres parce que les copains, ils ont déjà bien parlé du métier. Et c'est toujours sympa de voir. On va parler un petit peu de chiffres, on va parler aussi un peu de la relation jeux vidéo et cinéma telle que je la conçois avec mon point de vue, qui est plutôt celui d'une entreprise. Alors, je suis pas le business punk non plus, hein. Je suis quand même un peu plus comme vous, je pense. Je suis plutôt un indé, donc voilà. Aujourd'hui, le jeu vidéo, alors, les gens ils disent oui, c'est plus gros que le cinéma. C'est pas tout à fait vrai avec les produits dérivés. C'est à peu près kiff-kiff. Le jeu vidéo et le cinéma. C'est déjà pas mal hein, pour un secteur qui est quand même assez jeune. Mais voilà, ça donne de 180 milliards, enfin, c'est des chiffres complètement. C'est un peu pété. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est de voir la partie Asie-Pacifique, donc Japon-Chine, qui est devenue quand même très 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 grosse. L'Europe finalement et l'Amérique du Nord, c'est à peu près équivalent, hein. C'est quand même des chiffres, des volumes énormes. Ce qui est assez génial, c'est qu'en fait, juste en touchant un tout petit bout de ça, en faisant des jeux extrêmement niche, maintenant on peut en vivre très confortablement. Donc même s'il y a beaucoup de concurrence, avant de saturer le marché en vrai, il y a encore un peu de. Moi, j'ai pas forcément le même regard que les plus jeunes qui arrivent en se disant il y a déjà trop de jeux. Euh, on voit pas forcément les choses de la même façon et c'est normal. Moi, je suis plus installé. Il y a ce qu'on appelle le syndrome du survivant. J'ai déjà fait 15 ans de jeu, donc. Mais je pense qu'il y a quand même plus d'opportunités aujourd'hui pour monter son studio et en vivre directement sorti d'école que quand j'ai commencé. C'était impossible quand je commençais. La première chose qu'on nous a dit, c'est non, bah, vous avez du capital? Non. Bah, laissez tomber. Donc voilà, c'est quand même beaucoup plus possible qu'aujourd'hui, et je pense que ça dénote aussi que même si on vit toujours à l'instant T, quand on prend le recul, je pense que on est dans un âge d'or du jeu vidéo. Vraiment, on est au top de la qualité de production, au top des quantités, enfin tous les médiums sont quasiment intéressants. On est vraiment à une apogée pour moi. D'ailleurs, on a encore un secteur qui fait entre 10 et 12% de croissance annuelle. Si vous regardez les historiques des industries, ça dénote, quand on a 10%, c'est qu'on est encore voilà, dans les apogées, hein. Normalement, un secteur industriel, il est entre 2, 3, 4% de croissance. Il suit la croissance annuelle mondiale euh, quand il est stable. Donc, mine de rien, bon, faut toujours prendre les chiffres avec un grain de sel. En France, c'est un assez petit marché, mais c'est pas mal. C'est 5 milliards, grosso modo. Donc je sais pas trop, il me semble que le cinéma, ça doit être dans les 3-4. Je saurais pas, je suis pas sûr. Ce qui est intéressant, c'est que, ben, mine de rien, les consoles, c'est encore 51% du marché.
Et ça, on vous le dit pas assez parce que les gens, ils parlent souvent des chiffres globaux où le mobile écrase tout. En France, c'est pas le cas. Les smartphones, 27%, et PC, 22% à peu près. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous m'interrompez et tout, ça va être cool parce que je parle longtemps et je me saoule tout seul en fait. Quelque chose que vous savez pas, c'est que les joueurs et les joueuses de jeux vidéo, bah, c'est des gens comme vous et moi, c'est des vieux. En vrai, la moyenne d'âge des Français, c'est 43 ans. Moyenne d'âge des joueurs, 39 ans. Donc tout le monde joue. Il y a beaucoup d'entre vous qui jouent sans vraiment le savoir, et ils jouent peut-être au Scrabble sur Facebook. Ils vont peut-être avoir des activités ludiques diverses. Mais si on fait des vraies enquêtes qui vont en profondeur dans les comportements, on s'aperçoit que les joueurs et les joueuses, en fait, c'est vraiment les gens, c'est tout le monde. Et avec des âges, voilà, en fait, ça joue pas mal à tous les âges. Donc on est très très loin de cette image d'Épinal du jeu. C'est comme si on disait que le cinéma était représenté par Transformers au cinéma en termes de chiffres. Vous voyez, on est loin de la moyenne et de la réalité des gens. Donc voilà, 71% des gens qui jouent à un jeu vidéo occasionnellement, c'est-à-dire au moins une fois dans l'année, c'est quand même énorme. La Nouvelle-Aquitaine, donc le troisième bassin après Paris et Lyon. En Lyon, ils sont 10 fois plus gros que nous, hein. Donc avant d'être deuxième, on n'y est pas tout seul, on n'y est pas tout de suite. Mais voilà, donc c'est à peu près 1000 emplois temps plein sur la région, c'est quand même conséquent. Sur 110 entreprises, dont certains qui sont vraiment des très très gros fleurons. On a la seule école nationale, on a la chance d'avoir l'Engmin, et c'est un vrai atout de ouf. Ça c'est clair que on est content et on espère que ça va durer longtemps. Ça représente à peu près 100 millions de chiffres d'affaires par an. Donc c'est gros. Faut vous dire que des boîtes comme Asobo, c'est presque petit à côté de Motion Twin. Je rigole à moitié parce que bon, il y a Microsoft Flight Simulator et tout ça, c'est juste pour la blague. Mais bon, quand on voit que certaines boîtes de jeux vidéo dans le bassin néo-aquitain, ils ont 6 millions d'unités, 5 millions d'unités, c'est quand même des très très gros volumes avec des gros volumes de DLC. Enfin, on parle quand même d'une grosse industrie. La tech, c'est des montants comme ça, hein. Donc on est quand même, on est peu d'entreprises à beaucoup de valeur ajoutée. Donc il y a ce phénomène de prisme aussi, c'est des petites entreprises qui vont gagner beaucoup par salarié. On est très bien représenté dans les awards parce que genre au Pégase, à Sobo, à chaque fois qu'ils y vont, ils reviennent avec 7 statuettes. Nous on en a gagné plein, on a gagné le prix du meilleur jeu indé à la Gamescom. Bon ça va, on est content quoi. Quelques jeux que vous pouvez connaître en région, bah Dead Cells, 6 millions d'unités, c'est un gros carton. Plague Tale, ça doit être 2-3 millions, je pense, qui est une bonne valeur culturelle quand même, ça représente. On en a beaucoup, tu parlais. Mechanicus, qui a très très bien marché, qui a très très bien vendu sur Steam, qui était dans les top sellers, même sur console, il s'est très très bien comporté. Donc c'est un genre un peu spécifique, le tactique, mais en fait sur console ça marche bien, personne n'y croit, donc c'est un peu marrant. Et Cross the Grooves, donc celui-là je l'ai mentionné parce que c'est un petit studio indé de 2 personnes à Bordeaux, dans une petite échoppe bordelaise, et eux ils font des jeux très narratifs, très racontés, très poétiques avec une certaine ambiance, et du coup ils vont régulièrement à l'Indie Game Festival et ils sont nominés au prix de la meilleure narration à San Francisco, et donc c'est des gens qui culturellement ils comptent dans le jeu vidéo mondial, et pourtant ces deux, ils en vendent pas beaucoup, mais c'est une œuvre totale, une œuvre complète, c'est quelque chose qui est hyper notable et qu'il faut qu'on cultive, on fait pas que du gros chiffre, faire de la culture c'est super chouette, et on peut être fier quand je vais à Boston ou en Angleterre, bah, je dis qu'on vient de Bordeaux, ils disent ah oui, mais c'est une des patries du jeu vidéo quoi, donc ça compte. Et voilà, pour commencer à faire un petit peu le raccord avec le cinéma, bah voilà, Plague Tale, ils vont avoir une adaptation en série. Je sais pas trop ce que ça va valoir, mais c'est quand même intéressant, c'est notable, hein, c'est pas si fréquent. Angoulême, bah, c'est à peu près 35 structures, des structures vraiment établies, une centaine d'emplois temps plein, 5 millions de chiffres d'euros de chiffre d'affaires, donc voilà, Bordeaux, c'est quand même 20 fois plus gros. Donc c'est vraiment énorme. On a quand même une très forte densité de studios par habitant. Pour vous donner un ordre d'idée, 35 studios, c'est à peu près comme la Bretagne, grosso modo. Donc juste sur Angoulême, donc non, c'est bien. L'école nationale. Puis il y a une tradition d'ouverture et de culture à l'image, les musiques métisses. Il y a quand même une espèce de foisonnement culturel à Angoulême qui est assez particulier. C'est aujourd'hui en tout cas la ville de l'image.
et qui se revendique pionnière sur un certain nombre de ces dossiers. Donc c'est quelque chose qui compte et c'est quelque chose qui se traduit dans les faits. On est extrêmement soutenu par les pouvoirs publics et on est très heureux d'y contribuer aussi en retour, quoi. Un petit takeaway pour faire l'interlude des chiffres, bah voilà, jeux vidéo et cinéma, c'est quand même des ordres de grandeur qui sont assez similaires. C'est des économies qui sont relativement voisines en termes de financement. Je ne veux pas forcément insister dessus, mais voilà, c'est un peu le même genre de circuit. La Nouvelle-Aquitaine, ça reste un bon acteur, et puis voilà, en JV. Une des différences, c'est que nous, on crée nos IP. Plague Tale, ça a été créé ici, Dead Cells, c'est créé ici. Commande, ils ont proposé de créer Plus, même si c'est une IP Warhammer, c'est pas une commande. Ils ont proposé de créer ça avec cette licence, et donc c'est une création entre guillemets originale pour eux. Leur prochain jeu, Ixion, on va en reparler, c'est une création à eux, et sur quelque chose qui est vraiment impressionnant. Et donc, en jeu vidéo, c'est pas comme en animation où on importe des licences, on les crée, et du coup, on est plutôt une usine en termes de médias, de l'animation. En jeu vidéo, c'est différent, on est des créateurs, on n'est pas une usine. Donc ça compte pour nous en tant que secteur que nous créons nos propres licences et qu'elles fonctionnent bien. C'est vraiment quelque chose de très très différent pour nous. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je suis allé un peu vite, mais j'ai essayé de ne pas être trop saoulant après le café. Ça va? N'hésitez pas, hein, surtout, ça un peu avec plaisir. Ouais. Non, mais il y a la captation, c'est mieux avec le micro. Comment on se situe par rapport aux autres régions en Europe? Est-ce qu'il y a des comparaisons qui sont faites? Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'il y a des relations, des rencontres? Bon, c'est un marché très mondialisé, très européen, donc on se connaît tous et on a une instance commune qui s'appelle l'EGDF, auquel tous les syndicats patronaux de jeux vidéo contribuent, donc ils se connaissent bien. On est plus petit que l'Angleterre, on est un peu plus gros, il me semble, que l'Allemagne ou kiff-kiff. Après, par rapport genre à la Belgique, bah, on est beaucoup plus nombreux, ils ont 3-4 studios. En Espagne, ça commence un petit peu, mais ça reste assez petit. Donc la France, ça reste un des plus gros territoires pour le jeu vidéo en Europe. Alors, il y a la raison historique d'Ubisoft, qui est un des plus gros éditeurs mondiaux quand même. Ça pousse le chiffre vers l'avant largement. Et puis on a un savoir-faire assez reconnu en termes de créativité quand même, mine de rien, et ça marche bien. D'autres questions? Ok. Bah, je vais vous parler un petit peu des enjeux du média en lui-même, en essayant de rester un peu synthétique et essayer d'apporter des choses qui peuvent vous intéresser. Bon alors, quel film et quelle année pour ce jeu vidéo? C'est un film, hein. Ouais! Et alors, c'est en quelle année, Les Dents de la Mer? Non, 75. Presque. Moi, c'est un truc qui m'a marqué quand j'ai revu Les Dents de la Mer il n'y a pas longtemps. Il jouait à un jeu vidéo, mais c'était pas un jeu vidéo électronique avec un écran, c'était une rétroprojection. Et donc je suis allé chercher, en fait c'est un jeu de 1972, édité par Sega. Et finalement c'était pour vous dire que le jeu vidéo n'a pas commencé avec le jeu à écran électronique ou cathodique. Il y avait déjà du jeu rétroprojeté. C'est pour ça qu'on l'appelle vidéo, c'est parce que c'était des images comme à l'époque des Frères Lumière, etc. Les premiers jeux vidéo, c'était quand même des foires avec des projections rigolotes comme ça. Et c'est les mêmes racines que l'animation, si vous voulez. On a juste l'interaction en plus. Mais on arrive sur un petit peu les mêmes bases. Et c'était intéressant de voir qu'en 72, même si Pong était là, il est déjà infiniment plus sophistiqué que Pong. C'est juste que c'est pas électronique. Enfin, pas très électronique. La machine, elle est un petit peu massive, mais c'est pas grand-chose finalement. Donc l'origine du jeu vidéo, bah, c'est des jeux électroniques dans les 50s à peu près. Il y a eu les premiers jeux codés, entre guillemets, qui n'étaient pas avec des circuits imprimés et reliés à la main. C'est un petit peu différent. On vient beaucoup des jeux d'argent et de la mafia. Nintendo, c'est une ancienne branche de mafia. Et finalement, le jeu vidéo, en fait, ça servait à planquer les machines à sous. On enlevait la cache comme ça et on jouait à la machine à sous. On faisait genre, on jouait aux jeux vidéo. Donc ça, c'est dans les années 50, 60. C'est pour ça que c'est resté un milieu qui, au début, était très mal vu. Moi, il y a des gens qui m'ont dit les jeux, c'est le shaitan. Mais en fait, c'était parce que effectivement, c'était associé aux jeux d'argent.
très longtemps, en bas de chez moi, il y avait un troquet et qui a fini par brûler parce que c'était des jeux vidéo qui planquaient des jeux d'argent. C'était rigolo. À Ken Laboca, bon, bah, Ken Laboca, il y a les mafieux, quoi. Donc après, petit à petit, c'est devenu sur des démonstrateurs technologiques beaucoup. La technologie permettait de faire des choses, mais c'est toujours mieux quand c'est ludique. Du coup, petit à petit, les jeux vidéo ont un peu servi à propulser les techs, petit à petit. Les machines d'arcade, les écrans sur les machines d'arcade, c'était toujours les meilleurs écrans, etc. etc. Les premiers simulateurs de VR, moi je me souviens que j'ai joué à un jeu en VR à Poitiers, je devais avoir 8-9 ans à l'époque, au Futuroscope. Bah voilà, c'était un jeu de tir adapté librement de Doom et Quake, mais ça existait déjà à l'époque, hein. Et finalement, c'est devenu petit à petit le loisir geek, associé à la technologie, à un certain nombre de valeurs et de leviers de jeu. On reviendra un petit peu dessus. Qu'est-ce qui fait que c'est un média à part, hein? Très rapidement, bah, les jouets, on va plus loin, puisqu'on offre l'univers et on ouvre des choses, des possibles, qui ne sont pas forcément possibles avec un jouet. Au cinéma, on a les choix. C'est-à-dire que la différence avec le cinéma, je pense que la plus essentielle, c'est de faire des choix. Et c'est ça qui est rigolo dans un jeu, c'est de faire des choix intéressants et pertinents. Bon, vous le savez sûrement, mais mine de rien, c'est pour ça que souvent les scénarios, bah, les gens du cinéma, ils vont nous dire « Ah, mais le scénario de votre jeu, il est nul ». C'est vrai, mais en fait, on s'en fout. On s'en fout pas, c'est faux, c'est une provocation. Mais mine de rien, nous, on met souvent le scénario au service des choix du joueur. Donc on essaye de proposer le plus de choix, que les choix soient intéressants, que les choix soient pertinents et que ce soit des choix qu'on ne pourrait pas forcément proposer au cinéma. Je donne un exemple, un jeu comme Papers, Please, qui consiste à choisir au bureau de l'immigration quels vont être les gens qui vont rentrer ou pas. C'est une expérience qui est forte, qui est un peu traumatisante, parce qu'à un moment, on sacrifie sa femme ou son gosse. Et c'est des choses qu'on ne pourrait pas faire au cinéma, ça passerait jamais. En jeu vidéo, c'est juste quelques pixels, il y a quelque chose de la distance, quelque chose qui est très lointain, et on se retrouve à faire des choses horribles. Alors c'est voulu par le créateur, hein, il ne fait pas ça par hasard, mais ça nous permet d'expérimenter des choses que même au cinéma ne sont pas évidentes. La notion de choix et de sa pertinence au cinéma, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en plus, ça provoque des réactions averses profondes. Vous savez, quand dans une série, un personnage fait un choix de merde, ça vous révolte. Aux jeux vidéo, on essaie de vous orienter à faire des choix de merde et vous allez vous révolter contre le système, pas contre le système de jeu. C'est différent. Donc c'est un peu ça l'essence du truc. Je pensais que c'était bien de le dire. Donc là, la littérature, bon, on a des images, on a des choix dans la littérature, dans tout ce qui est livre dont vous êtes le héros. C'est un petit peu une niche, mais mine de rien, c'est pour ça que c'est important de comprendre que c'était pas le choix. On commence à avoir des choix au cinéma, notamment grâce à Netflix. Bon, est-ce que c'est du cinéma? Oui, non, hein. Et dans les séries. Mais je pense que voilà, cette expérience de Bandersnatch avec des choix dans les vidéos, c'est quelque chose qu'on pratique depuis longtemps en vrai en jeu vidéo, mais c'est peut-être quelque chose qui sera amené à avoir des expérimentations plus larges. Ça peut être sympa. Vers un médium culturel, bon, c'est un peu le truc classique, hein, c'est une industrie culturelle, je pense que vous le savez. On a bien appris à séparer l'œuvre et le produit. On peut avoir des super œuvres et des produits tout pourris, c'est-à-dire qu'ils ne vendent pas, mais qui ont un impact culturel fort. Paper Please, par exemple, bon, lui, c'est un peu les deux, c'est un bon produit, hein, une bonne œuvre, il y en a d'autres. Et on fait partie des ICC, comme le cinéma, comme l'animation, comme la BD, les industries culturelles et créatives. Donc avec certains objets sur le spectre qui sont très très produits. Je pense à des jeux free-to-play très gacha et des choses comme ça qui n'ont pas une portée culturelle incroyable, et d'autres qui pourront avoir des portées culturelles plus fortes. Là, je donne un exemple. Bah, est-ce que le jeu vidéo, c'est un art? Il suffit de jouer à Enterre-moi mon amour ou à Assassin's Creed Odyssey en mode super facile, en mode promenade, et on voit qu'il y a un objet culturel qui est instantané. La portée et la valeur sont frappantes. Au cinéma, on ne peut pas accorder plus de 3 secondes d'un plan sur une statue super détaillée d'une reproduction, alors que dans Assassin's Creed, on peut passer une demi-journée à explorer les moindres détails du truc et tout. C'est une déambulation que même on ne pourrait pas forcément proposer dans un musée. Donc ramener la muséographie à la maison, c'est quand même d'une puissance incroyable. Et bon, Enterre-moi mon amour, c'est un peu le tombeau des lucioles du jeu vidéo. Voilà, c'est un jeu terrible où on joue une migrante qui va affronter les fleuves, la mer, les machins, etc. Et on va la suivre et on va interagir au travers des SMS. Je veux dire, c'est d'une puissance culturelle
vraiment super balèze. Et voilà, donc est-ce que le jeu vidéo aujourd'hui est un art? Je pense que la réponse, elle est un peu facile. Mais bon, comme on était en mode, on vous présente le secteur, je présente le secteur. Est-ce que vous avez des questions sur cet aspect industrie culturelle et créative, ou ça va, c'est clair? Vous avez joué à Enterrement mon amour? Levez les mains. Ah, bah c'est bien. Bah, c'est un des jeux qui a fait le plus gros bid interstellaire par rapport à son audience. C'est très triste, hein, c'est un jeu qui s'est vendu à peut-être 9-10 000 unités, peut-être. Pas... Donc c'est très très faible. Mais voilà, c'est ouf. Ouais. Oui, donc il y a des choses aussi qui ne peuvent passer que par les commandes, que par la manette. Je pensais par exemple à Brothers, The Tales of Two Sons aussi, qui pour le coup, on joue deux frères et chacun est dirigé avec un joystick, et au bout d'un moment, bon, désolé pour le spoil, qui est sorti à un moment, ça va, mais on perd un des deux frères et donc la moitié de la manette devient inutile. Mais on parlait de médias culturels ou de choses qui font passer des messages assez forts. Là, c'est aussi quelque chose qui ne passe que par le jeu vidéo, avec l'interactivité, etc. Oui, oui. Ah, ça pourrait être sympa, un film où il y a la moitié de l'écran qui est complètement noir tout du long. Je sais pas. Non, mais... D'autres remarques, questions? Ouais, vas-y. Oui, j'avais une question. Dans le cinéma, on a ce qu'on appelle l'AFCAE ou l'ARSE, où on détermine qu'un film est ARSE ou ne l'est pas. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui... Je ne connais pas du tout, enfin, je connais un peu le jeu vidéo, mais est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable dans le jeu vidéo, où on dise, ça, c'est des jeux ARSE, c'est des jeux d'auteur, et ça, c'est des jeux commerciaux, comme on a dans le cinéma? Est-ce que c'est quelque chose qui est, pour vous, intéressant, ou est-ce que, au contraire, on joue et puis c'est tout, quoi? Parce qu'il y a quand même une partie artistique, et puis parfois des jeux qui ne le sont pas du tout, comme dans le cinéma d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà, ou il y a des prix comme ça qui doivent être remis? Alors oui, ça existe. Donc il y a des jeux qui sont très culturels, des bonnes œuvres, et des jeux qui sont très produits. Donc c'est exactement comme au cinéma, entre Transformers et Entoure moi mon amour, on peut pas avoir deux expériences plus séparées. La différence avec le cinéma, c'est que vous êtes structuré depuis plus longtemps, et vous avez notamment connu une très très grosse crise de la surproduction. Vous êtes arrivé à un âge d'or, et à la surproduction, les autorités françaises, et notamment Gaumont, Pathé, tout ça, sont mis ensemble, on dit comment on fait, parce que c'est le bordel, on n'en peut plus. Ce qui va sans peut-être arriver avec le livre, je sais pas, en tout cas ça leur prend au nez violemment. Nous on n'y est pas encore, mais c'est que les gens ils ont mis des quorums. Aujourd'hui, il faut demander un visa, et on vous dit quand est-ce que votre jeu il a à peu près une date de sortie possible, votre film en tout cas, pardon. Et du coup, vous en tant que diffuseur de salle, il me semble que vous n'avez pas diffusé plus de... Je sais plus si c'est une centaine de films par an, je sais même pas les chiffres. Mais en gros, il y a une régulation. Et il y a des contre-mesures actives contre la surproduction. Dans ces contre-mesures, le fait qu'il ne fallait pas écraser les films à petit budget contre les films à gros budget, il y a ces distinctions d'ARSE, il y a ces grilles de lecture, ces curations même, il me semble, qui sont faites par les visas, des choses comme ça. Donc nous, on n'a pas, aujourd'hui, c'est le label. C'est pas aussi facile de dire, je vais aller regarder, je vais aller jouer à un jeu d'ARSE. Malgré tout, il y a des éditeurs qui se spécialisent un petit peu là-dedans. Je pense à Fellow Travelers, je pense à Arte, je pense à certaines choses. Donc ça existe. Aujourd'hui, il y a la moitié de la production, c'est de la production à gros spectacle en jeu vidéo, ce qu'on appelle les AAA. Et la moitié, c'est des indés. Donc indés, ça veut tout dire. Il peut y avoir des trucs très produits et d'autres très culture. Malgré tout, il y a quand même une belle volumétrie de jeux qui sont faute provoking, qui explosent le cerveau parce que ça pose des questions intelligentes. Il y en a quand même beaucoup aujourd'hui en France, on est des très bons producteurs de ça. Je pense aussi aux Australiens de Fellow Travelers avec les Orwell. Je pense à Devolver Digital qui savent faire les deux, des excellents produits extrêmement culturels. Je pense à Gris, je pense à Inscription. Voilà, donc on a des jeux qui sont quand même extrêmement intéressants intellectuellement. Hein. On est au top du moment. Alors, on n'est pas encore à une surproduction régulée, donc on est encore un peu avant ça. Donc en termes de moment, non, on n'a pas une labellisation officielle, mais c'est quelque chose qui existe déjà complètement, quoi. D'autres questions? J'avance. Oui. Donc il y a un truc avec la tech, on est très proche de la tech, on a un gros terrain d'expérimentation de la tech.
Le plus bel exemple, et qui va parler à tout le monde, c'est que en fait, le jeu mobile, ça s'est développé avec l'iPhone. Apple déteste les jeux vidéo, c'est connu, mais ils ont bien besoin des jeux vidéo pour populariser leur prochain device. Et donc, le premier truc qu'ils ont fait, souvenez-vous, quand ils ont lancé l'iPhone, c'est d'aller chercher John Carmack et de faire un Doom RPG. Donc ça a lancé l'iPhone, on ne se souvient plus. Après, il y a eu Doodle Jump, etc. Mais le jeu est souvent un moteur de primo-adoption. C'est pareil pour les casques VR, les machins. Maintenant, on nous parle de mettre les musées dans les casques VR parce que les jeux, ils n'ont pas abandonné le truc. C'est super chouette comme usage. Malgré tout, on est attaqué par le jeu. L'e-learning, l'e-training. Aujourd'hui, on met quand même beaucoup de gens, même en simulation, en apprentissage, etc. Pas forcément rentrer dans le détail, mais le jeu est quand même une mécanique puissante. Du coup, on paye un peu ça, un peu cher, les vieux démons de la tech, parce que du coup, le jeu vidéo aussi est associé parfois à une innovation assez forcenée. Aujourd'hui, on parle de NFT, de blockchain et tout un tas d'autres trucs qui sont pas forcément super utiles, malheureusement, et qui ont un coût environnemental aujourd'hui qui est très préoccupant. Donc ça fait un peu partie de notre ADN aussi d'être un peu parfois... voilà, on vend un peu facilement notre âme au diable, moi je trouve. Donc je pense à la blockchain, au NFT, la VR qui a pas forcément pris... C'est un peu pareil avec la 3DS, Nintendo a fait la même erreur de fourguer des trucs qui filaient de la 3D à des enfants de 6 ans, et du coup ils se sont retrouvés avec un problème massif de santé publique aux États-Unis avec des grosses class action. Donc il faut qu'on fasse un peu gaffe aussi à ça, parce que en jeu vidéo, on a encore l'impression qu'on a besoin d'aller dans la tech pour aller dans l'innovation. On n'a toujours pas compris que c'est pas la même chose. On peut avoir des innovations culturelles, des innovations d'usage, des innovations de concept, et que c'est pas forcément de la technologie. On a toujours à essayer de mettre plus de pixels à l'écran. C'est pas ça qui fait un meilleur jeu. Et pareil, sur toutes les sciences sociales et cognitives, on est un peu trop en avance. Donc voilà, Fortnite aujourd'hui, ça a bien marché. C'est parce que ça utilise des leviers cognitifs dans une population qui avait peut-être besoin que ces leviers cognitifs soient satisfaits. Et du coup, on a quand même un peu exploité le filon un peu fort. Donc notre responsabilité, alors ça, malgré tout, les Chinois l'ont compris, c'est que la régulation, c'est bien aussi. Demander aux créateurs de jeux vidéo de s'autoréguler. Bref. Je pense qu'il est important et urgent que la science et la conscience fassent partie de notre continuum créatif, en tout cas. Du coup, on en parlait un peu des innovations non technologiques. Voilà, le cœur du métier du jeu vidéo, c'est pas la tech. Évidemment, la tech est pas loin, mais mon métier, c'est faire des jeux. C'est un peu différent. Donc moi, c'est les interactions, c'est les choix et c'est les émotions liées aux interactions. Je ne vais pas forcément m'intéresser à faire pleurer les gens, mais véhiculer des émotions quand on va déclencher une action spécifique, ou quand on est dans Mario Kart, de tirer une carapace verte. En fait, on va essayer d'induire des émotions, d'induire une réaction émotionnelle à ça, et de rendre ça plaisant, de donner du feedback. Donc c'est pas quelque chose qu'on va forcément travailler au cinéma, même si ça va se travailler un peu plus, par les effets spéciaux surdimensionnés. Et c'est pour ça que le cinéma est différent de la télé, parce que quand on voit un truc au cinéma, Transformers, c'est génial au cinéma. Si on le regarde sur une petite télé moche, c'est pas très jouissif, donc c'est pas un objet très intéressant. C'est plus un objet de cinéma, au moment où il est réduit à un petit écran. Bon, il y a aussi le côté lien dans la salle. Bon, vous connaissez bien ces choses-là, je vais pas vous expliquer. Mais du coup, voilà, on peut se dire que l'innovation, elle peut venir de l'essence d'un jeu vidéo, c'est faire des choix par rapport à un médium plutôt vidéo. Nos enjeux économiques sectoriels, c'est quels vont être les prochains vecteurs de croissance. C'est comme tout le monde, on cherche qu'est-ce que ça va être le prochain business model. Comment on va pérenniser l'industrie, ça c'est les grands classiques. Mais dans les trucs un peu plus, en tout cas qui m'intéressent ces jours-ci, il y a les enjeux sociaux. Voilà, depuis très longtemps, on a une industrie passion. On voit bien ce que ça a donné en BD ou au cinéma. Voilà, je vous rappelle qu'il y a 3 semaines, il y avait une grève chez Netflix encore, parce qu'ils traitaient leurs studios de série comme des studios de cinéma et se retrouvaient avec un crunch incroyable. Nous, en jeu vidéo, on en parle depuis un moment. Ça fait plus de 10 ans qu'on a des grèves liées aux conditions de travail des travailleurs et des travailleuses. Et aujourd'hui, même sur Twitter, on en parle tout le temps. Et comme on en parle tout le temps, on est visible et on inspire aussi d'autres secteurs culturels à se poser des questions. Mais pourquoi je travaille tout le week-end sur un plateau? Enfin, je veux dire, à quoi ça sert? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose un peu plus lentement? Et ça marcherait aussi. C'est un gros problème. Et donc, nous, on y travaille depuis un moment. Il faut savoir qu'en France, par exemple, il y a
aucun studio quasiment où on va avoir des heures sup non rémunérées. Au cinéma ou dans l'animation, même sur des productions féministes, il y a eu des heures sup non rémunérées plein de fois. Donc des fois, j'ai des copains de l'animation qui viennent me dire oh, si on a vu un dossier qui est tombé, c'est chaud quand même en jeu vidéo. Je fais ouais, mais nous on en parle, c'est pour ça que tu le sais. Mais toi, souviens-toi combien t'as passé de week-ends à bosser avec des heures sup gratos. Nous, c'est impossible en jeu vidéo. Jamais on fait plus ça. Enfin, le gars, il va se retrouver dans le canard enchaîné, il va être vert. En animation, je peux vous garantir qu'encore aujourd'hui, ça passe crème, parce que les gens n'en parlent pas. Donc nous, on n'a pas une industrie taylorisée. Chaque membre de l'équipe, il contribue, et grosso modo, on a besoin que tout le monde soit un petit peu plus ou moins au même niveau. Donc on parle des problèmes, on fait avancer ces choses-là. Mine de rien, pour nous, ça ne nous satisfait encore pas. On a encore beaucoup de progrès à faire. Mais je pense que c'est intéressant de se dire qu'à un moment, il y a un enjeu, c'est d'être la première industrie passion qui essaye de faire les choses un peu sérieusement aussi de ce côté-là. Voilà, aujourd'hui, les auteurs de BD, ils vivent au RSA. J'en connais plein, franchement. C'est pareil, ils viennent nous dire oh, en jeu vidéo, c'est chaud. Regardez vos rémunes. Les éditeurs, ils ne veulent même pas vous payer plus de 10 000 balles par an. 10 000 balles par an brut. Donc voilà, donc aujourd'hui on a des enjeux sociaux, c'est de garder un secteur qui est plutôt propre, plutôt bien financé, où les gens ils sont pas obligés de faire des semaines de 50 heures. Malgré tout, la plupart des studios de jeux vidéo en France, il n'y a pas ces choses-là qu'on peut lire partout. Après, il faut en parler, c'est des problèmes qui existent dans les grands studios, donc c'est un vrai enjeu, il faut en discuter, et c'est ce qu'on essaye de faire. À Angoulême, on a créé un forum social, économique et environnemental du jeu vidéo, aussi pour parler de ces choses-là. Ça reste un métier qui rémunère. Les gens qui font du jeu vidéo sont globalement plutôt bien payés par rapport à d'autres secteurs culturels. Donc ça, faut que ça perdure. Et on peut parler des MeToo du JV et du scandale. Là-dessus, on a des convergences avec le cinéma qui sont assez évidentes. On en reparlera un petit peu. Dans les autres jeux du futur, on a aussi l'accessibilité. Les jeux pour tous et pour toutes. Qui a accès aux jeux? Il y a eu ces grands débats avec les jeux From Software, s'il faut mettre un mode facile, etc. Donc on sent bien qu'il n'y a pas la maturité intellectuelle. Les gens ne comprennent pas encore qu'est-ce que c'est rendre un jeu accessible. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille avec les assos, avec Capgame, avec les gens comme ça, pour essayer d'expliquer aux gens que non, c'est pas juste un mode facile, ça rend pas les choses plus accessibles, c'est des choses un peu différentes. Donc c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans les conférences, que ce soit les enjeux sociaux, les enjeux d'accessibilité. L'Engine est très engagé sur ces questions, et c'est une très bonne chose, et je pense qu'il faut que ça continue. Le jeu ouvert sur qui joue. Voilà, aujourd'hui, les populations qui jouent aux jeux vidéo elles sont quand même très marquées. Il y a toujours des populations qui jouent moins et d'autres qui n'accèdent même pas à la création. Voilà, aujourd'hui en jeu vidéo, parmi les créateurs et les créatrices, il y a assez peu de femmes, il y a encore moins de personnes de couleur. Et alors, quand on enlève la partie des personnes d'origine asiatique, des personnes comme moi un peu bronzées, on est 1 à 2% du secteur, alors que dans la population, on est plutôt entre 15 et 20%. Donc il y a des grosses anomalies et des grosses sectorisations, il y a toujours des classes, des mécaniques de classe à l'œuvre dans le jeu vidéo et qu'il va falloir déconstruire rapidement parce que c'est juste, c'est pas équitable. Donc voilà, ça fait partie des enjeux. Hein. Moi, c'est des sujets sur lesquels je travaille régulièrement. Il y a des associations qui œuvrent pour ça et on suit leur travail. L'inclusivité, ça c'est encore autre chose, parce que quand on parle d'accessibilité, c'est accéder au contenu ou accès à la création. Inclusivité, c'est savoir qu'est-ce qu'on montre, notre responsabilité d'artiste en tant que créateur et la responsabilité de notre propos. Voilà, donc nous, on est toujours très interrogés sur la diversité des protagonistes. Ubisoft, historiquement, c'est encore une des sociétés les plus misogynes sur ses représentations. Encore aujourd'hui, pour leur faire avoir un personnage féminin en face d'un personnage masculin, c'est la croix et la bannière. Qu'on est quand même encore là, quoi. Donc l'enjeu, il est là. Il faut savoir que le jeu vidéo a été à l'origine de nombreux mouvements de polarisation d'extrême droite, que ce soit sur le 1225 de jeuxvideo.com ou sur le Gamergate. C'est quelque chose qui, nous, on a vu des gens souffrir là-dessus. Il y a des gens qui sont morts à cause d'opérations de raids sur des gens. Donc c'est des choses qui nous préoccupent et en fait qui devraient préoccuper la société. On est là où ça s'incube, ces mouvements-là. Donc si aujourd'hui on se retrouve avec le choix entre Le Pen et Zemmour avec des scores incroyables, on a une contribution et on a une part de responsabilité en tant que créateur de jeux vidéo. Alors, je veux dire, voilà, aujourd'hui c'est absolument indéniable et c'est tracé dans beaucoup d'enquêtes sociales. Donc voilà, c'est quelque chose, nous, ça nous préoccupe et voilà, on en est toujours avec une certaine forme de violence comme mécanique de base. On ne sait même pas vraiment comment en sortir, et c'est des questions qui nous préoccupent. Moi, je fais encore des jeux relativement violents. Je fais un jeu où on tire sur des zombies, certes, mais je pense qu'il faut qu'on travaille, et on travaille à avoir plus de façons de jouer, plus de représentation dans les jeux, et
aussi essayer de comprendre quelle est notre responsabilité d'artiste. Et nous, on ne peut pas la nier. Hein. Franchement, elle est là, elle est devant nos yeux, elle est toujours dans les infos, dans les sondages, donc c'est un peu chiant, quoi. Ouais, il y a toujours aussi le problème de l'orientalisme des otaku gênants, avec des armures de plate complètes qui se résument à un string, des choses comme ça. Enfin, c'est des enjeux, voilà. On m'a dit, viens parler des enjeux, je vous parle des enjeux, et c'est des enjeux réels. Et c'est des enjeux qui conditionnent les enfants. Donc, c'est un truc. Le jeu vidéo, c'est pas un médium très français. On n'est pas des si gros joueurs que ça. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément une culture du jeu. Le gros des joueurs chez nous, c'est du FIFA. C'est des jeux de sport. Et finalement, la proportion des joueurs qui vont jouer à des jeux qui sont déjà pas ça, elle est très faible. Et la culture indé, c'est encore plus. Il y a vraiment très très peu de culture indé du jeu vidéo ici. C'est plutôt le Stunfest, des organisations comme ça, des événements autour de ces trucs-là. Mais on a eu la PAX comme aux États-Unis. La PAX, c'est la grande messe annuelle des jeux indés. Il y en a 3 ou 4 aux États-Unis. En France, il y en a eu une et elle s'est plantée immédiatement. Dans la grande presse média, c'est clair que quand on est indé, on ne va pas être servi. Voilà, nous, on n'a même pas eu de test dans un certain nombre de médiums. Pourtant, on a 150 000 joueurs. Donc, si vous voulez, c'est pas une pierre jetée sur la presse, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'il n'y a pas forcément de marché pour leurs lecteurs. S'il n'y a pas de marché pour leurs lecteurs pour ces jeux, c'est parce qu'il n'y a pas une grosse culture indé, un gros appétit. Et c'est pas grave, c'est ok. Mais c'est notable quand même que finalement, nos jeux, nous, on va les exporter beaucoup. Voilà, la France, c'est à peu près 10% de notre marché. Donc à un moment, on nous disait, ouais, il y a beaucoup d'anglicisme dans vos presse. En fait, c'est normal, c'est parce que nous, on est très international, on est très mondialisé. On a des gens d'Angleterre, on a des gens de partout qui viennent dans nos studios, qui viennent vraiment du monde entier. Du coup, bah, en fait, tout simplement, on ne se sent pas hyper français de base, de ouf. La culture traditionnelle française, en fait, à un moment au CNC, quand on avait des aides, il fallait qu'on ait critères culturels et que le jeu soit vraiment français, qui parle de trucs français, d'histoire française. Et en fait, du coup, personne n'avait les aides. Bah, du coup, on s'est tourné vers l'international. On n'a pas été aidé dans la création de jeux spécifiquement. Et donc, on n'avait pas parlé de notre nombril quand notre nombril ne nous aidait pas vraiment. Et donc, ça a aussi créé cet effet où finalement, bah, on s'est internationalisé massivement. Donc, il y a des gens qui travaillent sur qu'est-ce que c'est la vision d'un jeu français ou avec une histoire française. Je pense à Florent Morin qui a fait Enterre-moi mon amour. Et pour son nouveau jeu, il fait un jeu avec des doublages, avec une actrice qui parle en anglais, mais avec l'accent français. Et il parle d'une histoire française, très proche d'un film qu'on pourrait voir à Cannes, des choses qui sont un peu dans un peu proche du dogme, de mouvements comme ça, des choses avec simple caméra, simple dialogue, simple action. C'est l'histoire d'un crash avec un frère et une sœur. Et des choses, justement, essayer de définir les codes de ce que serait l'équivalent du cinéma français en jeu vidéo. C'est très intéressant. Bon, je pense pas qu'il va en vendre des wagons, hein, mais culturellement, c'est intéressant et ça pose la question de la culture du jeu. Je pense qu'elle se pose vraiment, qu'est-ce qu'on expose et qu'est-ce qui est français dans un jeu vidéo French Touch. Voilà, je suis pas sûr que si on parle de Daft Punk, quand on parle de French Touch, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose de français dans le travail de Daft Punk en réalité. C'est plutôt japonais. Bon, le médium est voilà, très condensé sur quelques best-sellers AAA, Ubisoft. Voilà. Il y a autre chose qu'Ubisoft en France. Les gens connaissent surtout Ubisoft. Nous, on en a un peu marre d'Ubisoft. On les aime bien, mais ils prennent beaucoup de place. Et finalement, je pense que c'est bien de se dire qu'on a aussi des créateurs et des créatrices qui sont top-notch, qui sont connus dans le monde entier. Et c'est pas Ubisoft, et ce serait bien de les reconnaître et les célébrer. Donc c'est quelque chose qui a commencé avec la démarche des Pégases, et c'est très cool. Mais bon, si on file tout à chaque fois, à chaque année, au même... Bon, on va peut-être avoir Ubisoft et Arcane. Ouais, génial. Voilà, on a quand même on vend bien à l'étranger, on a de bonnes relations avec l'international. Nous, on a des partenaires avec Microsoft, Tencent. Voilà, ça se passe bien. Il y a des choses à dire et à en parler. C'est intéressant. Les indies sont pas si indies, donc l'équivalent, c'est exactement ce qui s'est passé avec Hollywood, avec les indépendants de Lionsgate, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire qu'il y avait les indés qui commencent à avoir un peu de succès. Il y a tous les potes, même histoire qu'avec Spielberg. Les étudiants sortis d'école de cinéma, ils révolutionnent le cinéma en reprenant les codes français de Audiard, en les ramenant chez eux. Et du coup, toutes les majors qui les rachètent, qui leur refont faire Star Wars. Et après, du coup, ça donne les indépendants aux États-Unis, ça reste des grosses machines de guerre avec des gros budgets au cinéma. C'est pareil, ce qui est en train de se passer
chez les indés ici. Les indés, c'est devient une très très grosse capitalisation, c'est 50% du marché. Il y a une grosse convergence avec le cinéma là-dessus, une grosse consolidation. C'est les mêmes acteurs, Annapurna, voilà, ils prennent le cinéma indépendant, ils prennent aussi le jeu vidéo indépendant au passage, Netflix aussi. Aujourd'hui, le jeu vidéo, avec le Covid, c'est devenu un médium majoritaire et c'est devenu une valeur refuge. Et qui dit valeur refuge dit énormément de capitalisation boursière. Et on se retrouve avec des très petits studios de 10 personnes qui reçoivent des investissements en plusieurs dizaines de millions. Donc c'est très très impressionnant. Et il y a une grosse agrégation autour de quelques personnalités qui arrivent à vendre des jeux de façon fiable. Donc la même chose qu'au cinéma, les gens ils vont capitaliser sur Audiard, sur Godard, de la même façon. Ils ont un chèque en blanc. Voilà, fais ce que tu veux, de toute façon, on te suivra derrière. La réalité, c'est qu'il y a des gros sous derrière les indés aussi. Nous, quand on discute avec des fonds chinois, des fonds taïwanais, des trucs énormes. Oh, salut. Donc voilà, il y a énormément d'investissements dans le secteur du jeu vidéo, et donc qui dit indé dit pas forcément petits moyens. Des fois, c'est des petits moyens, mais c'est aussi parce que des fois, les gens ils vont faire les choses de façon artisanale, volontairement. Moi, je rencontre beaucoup des gens qui disent je veux pas grossir. Donc attention à la confusion, c'est pas toujours évident, donc il fallait en parler. Et puis en fait, les gens ils investissent dans les médiums avec lesquels ils grandissent. Comme les grands tenants de fonds, ils ont grandi avec le jeu vidéo en jouant à World of Warcraft. Aujourd'hui, ils investissent dans le jeu vidéo assez naturellement. Donc les investissements du futur, il y en a quand même pas mal qui sont là, quoi. Est-ce que vous avez des questions sur les enjeux sectoriels ? Bonjour. Au niveau des enjeux, vous parliez de cibler les publics, essayer de s'adapter. J'ai pas prononcé cibler les publics. Ouais, alors. En fait, ma question est par rapport au public jeune, où on sait qu'il y en a où ça amène des difficultés, où les écrans sont entre parenthèses interdits avant 3 ans, par exemple 5 ans. Est-ce qu'il n'y en a pas qui essayent d'amener ça sur ces âges-là, qui essayent malgré que c'est pas comment dire, que c'est pas encouragé, voilà. C'est un vrai problème. Nous, par exemple, nos enfants, ils sont très très limités. Moi, mes gamins, ils sont très limités en temps d'écran. Parce que c'est juste sain et c'est ce qu'il faut faire. Malgré tout, la plupart du temps, il n'y a pas un créateur de jeu qui se dit j'ai envie que le gamin il passe 10 heures devant son écran. La problématique, c'est comment en anglais on dit enforce, je sais pas comment on régule ça. On est quand même dans une société très libéralisée, où la régulation est très très mal perçue, où il y a encore des gens qui pensent qu'on peut s'autoréguler. Donc il y a des gens qui vont s'adresser aux jeunes. Je veux dire, rien que Pronote, tu peux passer ta journée dedans à regarder les notes des gamins. Hein. C'est les mêmes mécaniques, hein, mine de rien. Puisqu'on a les notes en temps réel. Je veux dire, en termes d'orwellien, c'est balèze. Hein. Et c'est passé crème. Ah, t'as eu un A+ vert il y a 2 heures. C'est chaud. Nous, on n'avait pas ça. Donc, je sais pas, je pense que c'est une question de la société qui doit accepter l'autorégulation sur un certain nombre de domaines. Je pense que ça serait bien aussi qu'on se pose ces questions. Ouais. Après, on n'a pas un pouvoir collectif de dire ah, ça c'est pas bien, ça c'est bien. C'est pas comme ça que fonctionne la social-démocratie. Donc, je sais pas si je réponds bien à ta question, mais je la prends un peu de biais. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vont essayer de profiter de toutes les opportunités économiques ? Je pense que tu as déjà la réponse. Et j'avais une autre question sur la culture. Les jeux en France qui marchent pas trop, où il fallait s'adapter à la culture française. Est-ce que le jeu, je crois que c'est Medal of Honor, ouais. Voilà, où il y a le débarquement sur les plages françaises, est-ce que lui, il a fonctionné en France ? Oui, non, mais ça, c'est des très gros cartons. Hein. Voilà. Voilà. Et est-ce qu'il n'y en a pas des jeux qui peuvent s'inspirer de la culture ou de l'histoire du pays, en fait, pour mieux fonctionner à l'intérieur du pays ? Alors, oui, il y en a qui le font. C'est pas forcément... Le fan de jeux vidéo, c'est quand même pas mal quelqu'un qui était laissé devant l'écran. Donc la culture française, ça l'intéresse pas plus que ça. C'est pas un marché en soi. Après, oui, il y a quelques jeux qui font un peu exception. Je pense à 11-11 Memories Retold de Johan de DigiXart. Je crois pas que ce soit une vente incroyable.
Et pourtant, c'est quelque chose de très français comme histoire. Donc, je pense pas que ce soit un vecteur en tant que diffusion interne. Par contre, je pense que essayer d'intéresser le monde entier à des productions françaises, comme Godard intéresse les Californiens en tant que cinéma d'art et essai, c'est un peu la même dynamique plutôt qui devrait nous intéresser. C'est comment on exporte quelque chose qui est un peu typiquement français, peut-être à moins de monde, peut-être avec des petits moyens, mais qui permet d'avoir un outil j'allais dire d'impérialisme culturel. Comme je suis pas forcément d'origine française, ça me plaît bien, mais de diffusion culturelle, un outil de puissance culturelle. Aujourd'hui, Dead Cell, c'est 6 millions d'unités. Est-ce qu'il y a quelque chose de français dedans? Bah oui, en fait, la baguette, le machin, il y a des petits indices, des petits vecteurs de diffusion culturelle, c'est quelque chose qui reste intéressant. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Oui, sans doute aussi. Ouais. Bonjour. J'ai une question par rapport à la proportion sur les jeux indés et sur les jeux AAA produits par rapport aux consoles et par rapport au PC. Parce que dans une des premières diapos, il y avait, je crois que c'était 50% de la proportion, c'était genre sur PC en France, et 22%... Enfin non. Non, console. Ouais, voilà, l'inverse, du coup. Et donc, c'est quoi la question? Et du coup, la question, c'est savoir si la plupart des jeux indés sont sur PC ou sur console. En fait, bon, c'est quelque chose que j'ai un peu dilué, mais on peut l'aborder frontalement. C'est quoi un jeu indé? Quand aujourd'hui, un film indé, c'est Lionsgate, c'est produit par Spielberg. Tu vois ce que je veux dire? C'est un jeu indé, comment on le définit? C'est intéressant parce que est-ce que c'est un jeu d'artisan, un jeu culturel, etc. Bref, il y a des vraies questions. Qu'est-ce qui a c'est l'indépendance quand derrière toi, tu as un groupe millionnaire ou milliardaire? Devolver, premier éditeur de jeux indés avec les meilleurs jeux qui sont célébrés dans les catégories indés, c'est 1 milliard à la Bourse de Londres. Donc j'ai envie de te renvoyer à la notion de jeu indé. Il y a beaucoup de jeux indés. Aujourd'hui, il y en a beaucoup sur Switch, il y en a beaucoup sur PC. Il y en a très peu sur PlayStation parce que PlayStation n'aime pas les indés et ils ont envie de protéger leur marché interne. Ils ont envie de réussir ce que Nintendo a réussi avec leur propre production. Quand Nintendo sort 100 jeux, s'il y a 100 indés en face, c'est 99 ventes de Nintendo. Nintendo est quand même plutôt collaboratif avec les indés, mais ils ont déjà fait ça, cette démarche. Donc Sony essaye de faire ça. Microsoft va commencer à faire ça, puisqu'ils ont racheté énormément de studios. Donc on voit, nous qui avons un peu plus de recul, 15 ans d'XP, on voit le truc venir. Le Game Pass, ça va être un gros truc. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a des indés partout? Oui, il y en a un peu partout. C'est quand même beaucoup du PC. Malgré tout, on va aller vers une agrégation. Je pense qu'à un certain niveau, on ira sur... Pareil qu'au cinéma, une espèce d'autorégulation ou de régulation forcée. Et les gros vont quand même régler la donne, même au niveau des indés. Alors voilà, quand on nous dit que Ori c'est indé, ok, ouais. Bah c'est un bon coup marketing. Et l'idée, c'est de dire on va pousser des petits studios, mais c'est quand même nous qui les contrôlons. Donc voilà, on sait qu'on ne va pas faire bouger le ratio entre gros jeux et jeux indés, autant contrôler les indés. Bon, c'est d'autres perspectives, mais voilà. Donc je sais pas. Je suis pas. Enfin voilà, la réponse à la question, c'est oui, il y a plein de jeux indés sur PC et qui sont probablement un peu plus indépendants dans leur tête que sur console. Du coup, deuxième petite question par rapport à ça. Dans la proportion de jeunes qui jouent aux jeux vidéo, la plupart ils sont sur console généralement. Parce que, en France. En France, je parle en France. Donc ils sont plus sur console, donc ils sont quand même vachement plus enclins à être sur des jeux du AAA, genre FIFA, Ubisoft du coup. Ça peut-être du coup au studio de peut-être les intégrer plus facilement sur les consoles. Parce que c'est quand même plus facile d'avoir une console qu'un PC. Ah oui. Oui, t'as raison, parce que la console, c'est pas très cher. Voilà, 300 € la Switch, la PS4 et Xbox, c'est encore 400 € en prix d'entrée. La problématique, c'est qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle du gating, c'est-à-dire que les consoliers, ils mettent des prérequis techniques
et marketing avant que tu puisses arriver sur le marché. Nous, on a sorti notre jeu sur toutes les consoles et je travaille sur toutes les consoles depuis 12 ans, donc je connais bien le sujet. Mais c'est très très compliqué. Tu vois, des gens comme Jean, s'ils n'avaient pas des gens comme nous, proches d'eux, qui vont les aider, voilà, on a fait leur portage, ça coûte un peu cher, mais on lui a fait vraiment pas cher par rapport à ce que ça coûterait vraiment. Peut-être 4-5 fois moins cher, il a payé, tu vois. Donc la réalité, c'est que la plupart des indés, ils ont pas 50 000 balles pour payer le portage pour aller sur PlayStation. C'est ça que ça coûte quand même. Hein. Ah ouais. Ok. Ouais, non, c'est énorme. Hein, parce que en fait, il y a tout un tas de mécaniques qui sont mises en place pour freiner le transfert et même avec Unity, ils sont sous Unity, pas de problème. Donc voilà, les consoliers, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à ce que leur marché soit noyé par des jeux dont ils contrôlent pas la qualité. Et on voit bien sur Switch, ce qui s'est passé, c'est que y a tellement de jeux de l'iPhone qui ont été portés vers la Switch vite fait mal fait, du coup le marché il s'est auto-effondré quoi. Okay, merci. Donc est-ce que c'est dans leur intérêt? Non. Ok. Une petite question ou alors je passe à la suite? Ouais, vas-y. La thématique. Ouais, pour rester dans la thématique jeux vidéo, cinéma et éducation aux images, pour revenir, parce que votre présentation, elle est vraiment bien, parce qu'on sent que ça vous embête qu'il n'y ait pas davantage de régulation et que vous aimeriez bien quand même que, à l'instar du cinéma où il y en a beaucoup, on puisse quand même s'interroger. Et on voit que dans le jeu vidéo, la gamification prend le dessus sur la narration, sur même la caractérisation des personnages. Et la question, c'est comment faire pour faire en sorte de ne pas perdre cette gamification, pour conserver l'attention des enfants, mais en même temps éviter tous les travers que vous nous avez, à juste titre, dit. Et quelque part, de vous entendre le dire vous-même, c'est vachement rassurant. Merci. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, en réalité, les outils existent. Déjà, je pense qu'il faut le dire. Aujourd'hui, on peut limiter le temps de jeu sur la Switch, on peut limiter le temps de jeu sur l'iPhone avec une granularité absolument incroyable. On peut limiter tel jeu, on peut faire plein de choses. Sur Android, c'est pareil, on peut mettre des âges, des limitations de durée d'écran, etc. Moi, ce qui m'embête, c'est que les parents le font pas. Voilà, moi, je l'ai fait. Mes enfants, ils savent que ils allument une console, ils savent que je saurai. Donc, ils essayent même plus. Et c'est cool, parce qu'en fait, ils sont capables de décrocher tout seuls, de s'autoréguler, et moi, ça me va. Mais du coup, j'ai pas forcément de réponse facile à ça. C'est que, en fait, pour moi, il faudrait éduquer massivement les gens aux écrans à leur usage responsable. Et là, c'est l'État. Donc, nous, en fait, on a mis en place ces outils, on a des systèmes de régulation. Quand je fais un jeu PlayStation, je catégorise l'âge des gens qui devraient y jouer avec une finesse diabolique. Je veux dire, on a vraiment beaucoup d'échelons et c'est des prérequis de Sony, c'est des prérequis de Nintendo, c'est des prérequis de Microsoft. Donc je vais pas, c'est pas que de la faute des devs malheureusement. Et là-dessus, je pense qu'il faut vraiment massivement éduquer les gens à l'informatique et aux écrans de façon générale. Et donc là, j'ai pas de solution toute faite. Je pense que tout le monde est préoccupé, tout le monde a mis les outils en place et après c'est à la société de voir comment aussi elle va pouvoir se bouger dessus. Moi, je trouve ça toujours un peu choquant quand on a les petits sixièmes qui arrivent, qui disent j'ai regardé mon frère jouer à GTA. Je veux dire, c'est un discours qu'on entend depuis 20 ans, c'est toujours aussi problématique et on l'a toujours. Est-ce que c'est pas à nous de créer ensemble une sorte d'école des parents? Ouais, peut-être. Ouais. Il y a quelque chose, il y a quelque chose à faire. Je pense que ça serait une bonne chose. Le CNC était dans les parages. Je pense que c'est un truc, franchement, investir sur, je vais pas dire des webinaires, mais avoir des influenceurs qui commencent à expliquer ce genre de choses et des choses comme ça. C'est eux aujourd'hui qui donnent le ton et l'éducation aux écrans, ça passe aussi par cette maîtrise-là. Ouais, Est-ce que la FCPE, la PEP, les associations de parents d'élèves, ils suivent ça? Est-ce qu'ils ont conscience qu'il faut une école
c'est eux qui ont créé les systèmes de PEGI et toutes les guidelines de dire tel jeu il va à tel âge. C'est souvent des émanations plutôt semi-politisées de grands partis. Et c'est des gens, moi je peux vous garantir que les grands bourgeois, ils contrôlent extrêmement bien la durée de temps d'écran. Hein. C'est pas ces associations qui vont rencontrer des problèmes avec ces problématiques. C'est un problème qui est très populaire. Ouais, mais c'est facile ça. Cinéma auprès de jeunes. Il y avait une trentaine de jeunes qui étaient très intéressés pour le fait de parler du jeu vidéo, de l'éducation à l'image et autres. Et après, j'avais la suite dans une médiathèque avec des parents. Et il y en avait un. Donc c'est pour ça aussi, je pense que c'est une véritable éducation à mettre en place aussi auprès des parents qui ne s'investissent pas là-dedans pour beaucoup. Après, encore une fois, je pense que c'est, comme tu disais, je pense que c'est vraiment lié à un certain milieu aussi, malheureusement, mais beaucoup de parents qui délaissent leurs enfants face à ces écrans. Voilà, on retrouve les mêmes difficultés en classe après, de toute façon, avec ces élèves-là. Ouais, non, bah, je prétends pas avoir de solution. Par contre, voilà, à un moment, on présente les enjeux de l'infilière. Ça, c'est un enjeu. Ouais. Je passe un petit peu. Ah, ouais. Merci. Il n'y a vraiment aucune association qui essaye de réguler, même nationale, sur la régulation. Si, il y a de la régulation. Il y a des âges, tout ça. Et des associations qui C'est de la régulation qui va mettre en place du balisage. Mais c'est inciter les parents à appliquer le balisage. Donc là, c'est difficile que ce soit une organisation non gouvernementale qui se préoccupe de ça. Il faudra un truc puissant. Hein. Ou une association locale ou, je sais pas, sur le territoire, il n'y a rien. C'est vraiment un sujet complexe et très politique. Ok. Cinéma et jeux vidéo, je suis pas sûr que ce soit un sujet qu'on ait encore trop exploré. Du coup, là, on va rentrer un petit peu plus dans le truc. Rapidement, c'est une industrie, c'est un peu notre grande sœur, malgré tout. Donc des financements au CNC, hein, on partage un peu les mêmes commissions, pas tout à fait, mais quand même pas si loin que ça. Des schémas de production pas si éloignés, qui convergent pas mal. On n'a toujours pas le système de coproduction qui est bien développé, mais on commence à avoir les banques, on commence à avoir des comités de financement, on commence à avoir des groupes de VC, on commence à avoir l'IFSIC, donc toutes les mécaniques de production du cinéma. On les a pas toutes, mais on commence à s'en rapprocher, et ce sera très très proche au final. Des montages un tout petit peu différents, parce qu'il y a l'éditeur. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un équivalent au cinéma, ce serait le studio. Mais c'est encore, je connais pas assez en profondeur, mais le montage est un petit peu différent. Dans les jeux vidéo, on part du proto, on trouve un éditeur, enfin en général on n'en trouve pas, mais on est censé en trouver, ou alors on s'auto-édite si on a de la chance. Mais il y a quand même quelque chose de plus expérimental. On expérimente plus au début et ça va snowball, ça va grossir et itérer pour agrandir le périmètre du... Donc là-dessus c'est un petit peu différent, mais finalement ça se ressemble. On a la même problématique de indie versus blockbuster, et on a la même problématique que les indies se sont fait racheter par les gens qui possédaient blockbuster. Ça, c'est assez classique. Il y a une certaine forme de convergence technologique, puisque les outils du jeu vidéo se retrouvent plus en plus dans les outils du cinéma. Bon, je ne leur refais pas, on en a reparlé. Voilà, aujourd'hui, Mandalorian, ils utilisent Unreal. John Knowles sur Star Wars, il faisait sa prévisualisation avec Modo et Unreal, bref. Voilà. On a des problématiques de convergence éthique aussi, on a un peu certains sujets en commun là-dessus, je reviendrai dessus. Mais du coup, on se regarde, on s'apprécie et on se vole des codes quand même. Et on va parler un peu de ça, mais voilà, on est quand même on est des parents très très proches. Donc Indie et Blockbuster, j'ai déjà dit, c'est à peu près 50% du CA chez les Indies. Je connais pas trop au cinéma, je pense pas que ce soit les mêmes chiffres. Mais du coup, c'est notable. On n'a pas de quorum de jeu annuel. On est aussi en situation de surproduction, mais ça reste gérable. On n'en est pas au point où la régulation va mettre un stop. Je pense que la régulation, ça sera Microsoft, Nintendo et Sony qui la feront, mais bon, ça c'est un autre sujet. Puis ça dépend un peu des types de jeux, du mobile, etc. Bref. Le jeu vidéo aujourd'hui, c'est des valeurs refuges, comme le cinéma l'est devenu avec Netflix. Alors,
Est-ce que Netflix ou pas, c'est dans le cinéma? Ça, c'est presque à vous de me le dire, mais bon, moi, je vais le mettre un peu dedans quand même, pour diverses raisons. Mais en termes d'économie, les distributeurs et les tuyaux financent massivement la production. Ça, c'est vrai au cinéma, c'est vrai en jeux vidéo, et ça va être de plus en plus. Et s'ils les financent, c'est parce que, voilà, par exemple, pendant le Covid, on a bien vu que c'était des industries qui avaient très très bien tenu là-dessus. Les salles n'ont pas bien tenu, effectivement, mais c'est Netflix et d'autres gens qui ont ramené un petit peu ce côté de la production. Alors, je ne sais pas à quel point ils ont contribué, manifestement pas assez pour qu'on aille les réguler, mais ça reste des valeurs qui fonctionnent bien sur la durée. Et, quand vous mettez 1 euro chez Lucasfilm, bon, vous êtes un peu confiant, quoi. Oui, mais en tant qu'art, voilà. En tant qu'art, art cinématographique ou art ludique, il y a des ponts. Il y a des ponts qui sont pas toujours très très cool, mais il y a des ponts. Donc là, j'ai pris une image de GTA qui est en fait un screenshot d'une image de Scarface. Je suis pas foulé. Il y a beaucoup de codes du cinéma en jeu vidéo, on en a déjà parlé. Donc déjà, il y a l'amour de la photographie, et c'est quelque chose qu'on maîtrise mal en jeu vidéo. On n'est même pas capable de comprendre que l'angle de base d'une image, de la focale de la caméra, c'est quoi l'angle qui est bien pour l'œil, etc. Dans tous les moteurs, il est réglé à 60 degrés à peu près, alors que au cinéma, c'est 57,7. Et du coup, ça conditionne nos images. Et du coup, si on ne met pas 57,7 nous-mêmes à la main, en fait, on va avoir une image qui paraît bizarre, qui est déformée par rapport à une perspective classique. Donc c'est un peu rigolo, on ne maîtrise pas encore vraiment ces codes-là en réalité, mais c'est quelque chose qui nous intéresse, et on regarde avidement le cinéma là-dessus. Sur l'audio, c'est un peu différent. On aime beaucoup ce que fait le cinéma, mais comme on doit le faire en temps réel, il y a des petites choses un peu différentes. Malgré tout, on a beaucoup de codes de commun, que ce soit sur le film d'horreur, le film de guerre, etc. La production de jeux vidéo, au regard de l'audio, ça se ressemble beaucoup. Il y a une partie temps réel qui est un petit peu différente, mais voilà, elle a utilisé des bandes son orchestrales de 150 instruments, ils font tous ça. Pour le fan de métal que je suis, c'est désespérant d'avoir toujours la même bande son kilométrique. Voilà, du coup, quand même, on s'en inspire beaucoup. Les représentations, je pense que c'est cool parce que le cinéma fait maintenant un vrai effort sur la représentation de personnages, sur la diversité, sur comment on montre et qui on montre, et s'intéresser à des gens qu'on montre pas beaucoup. En tout cas, sur Netflix, il y a un sacré effort là-dessus, et même dans les productions françaises, on voit que ça monte. Et c'est des questions qu'on se pose dans le jeu vidéo. Alors en France, on est toujours un petit peu en retard là-dessus en jeu vidéo, mais franchement, on s'améliore. Le secteur dans son ensemble a quand même pris conscience qu'il fallait au moins suivre Hollywood sur ces questions. Malgré tout, Hollywood reste une bonne guideline sur un certain nombre de sujets, et celle-là, ça en fait partie. On va parler des jeux et des films. Alors, c'est pas évident de trouver des bons jeux de films. C'est pas toujours simple. Donc là, j'ai mis le fameux Jurassic Park de la Mega Drive qui est extrêmement dur, et le Star Wars sur la NES. Bon, mais c'est des jeux qui sont globalement, en tant qu'objet jeu, c'est des mauvais jeux. Hein. C'est pas terrible. C'est des souvenirs extraordinaires. Moi, j'y ai joué avec grand plaisir, j'y ai passé vraiment du temps. Mais si on y rejoue aujourd'hui, ça a un peu vieilli ludiquement. Voilà. Le bon film du jeu. Après, bon jeu du film, bon film du jeu. C'est un peu pareil. Désolé les amis. Alors, on va pas parler de Tomb Raider. Voilà, c'est bon, ça c'est fait. Par contre, si on prend Uncharted, c'est intéressant. C'est super intéressant. Uncharted, bon, le film est ce qu'il est. C'est pas un film incroyable, c'est un film un peu moyen. C'est pas un super jeu. C'est pas un très bon jeu. Alors, c'est pas un très bon jeu, pourquoi ? Parce que c'est un jeu qui nous fait vivre les aventures d'Indiana Jones, grosso modo. Et ça, c'est vachement bien parce qu'on a des choix, on a des phases de plateforme, on vit vraiment les sensations. Sauf qu'il a mis... le mec dans le jeu, il tue mais des milliers de personnes. C'est un génocidaire. Et ça avait rien à foutre là. C'est juste un vieux code violent du jeu vidéo qui est resté et qui n'était pas terrible. Alors, ils n'ont pas fait l'erreur dans le film où ils tuent... ça va, ils tuent pas trop de personnes. Et par contre, il n'y a plus le choix. Il n'y a plus l'expérimentation. Et du coup, ça fait un Indiana Jones sans pas si incroyable. Bref. Voilà, c'est le traitement de la licence. Mais bon, l'objectif, c'était de dire la relation cinéma et jeu, et c'était intéressant de voir qu'on fait pas forcément... Enfin, même en essayant de se voler des choses, des fois, on l'a réussi pas forcément aussi. Donc, toujours bien. Sonic, c'est un petit peu la demi-exception. C'est pas si mal en tant que film. C'est ridicule, mais... voilà, le jeu est pas forcément incroyable dans ses dernières itérations en plus, donc c'était intéressant.
Puis si on m'avait dit qu'il y aurait Jim Carrey dans un film Sonic en 2021, quand j'avais 10 ans, je vous aurais jamais cru. Un jeu aussi bien que le film. Ça, c'est intéressant. Il y a le Spider-Man Morales qui est vachement bien, qui explore quelque chose qui était inexplorable en film, parce que le public n'est pas prêt. Mais voilà, donc il y a eu le Spider-Verse, mais même le Spider-Verse, si vous connaissez l'anime, c'est de l'anime très cut, en patte 2, donc c'est quand même une anime hardcore. C'est-à-dire qu'il faut être animateur ou fan d'anime vraiment pour bien apprécier, sinon ça laisse un peu au dehors. Alors que sur le jeu de PS5, ils ont quand même fait un travail qui est très ambitieux graphiquement et même en termes scénaristiques et tout. Donc c'est intéressant de voir aussi que le jeu arrive à sortir un peu son épingle du jeu. On notera la sublime ironique, c'est un personnage de BD à la base. Hein, mais, les films aussi bien que le jeu. Oups. Alors bon, c'est Netflix, désolé. C'est galère de trouver des bons films tirés de jeux, et comme c'est galère de tirer des bons jeux tirés de films, Arcane c'est quand même très réussi parce que ça a été, on a dit qu'on a réinventé. The Witcher c'est très réussi parce qu'ils ont pris ce qu'avait fait CD Projekt, ils ont viré beaucoup de trucs vraiment nuls et puis c'est pas mal. En tout cas, ça retranscrit bien ce qui est bien dans le jeu. Et je mets le Oops en violet parce que ça m'emmerde un peu, mais en fait, adapter un jeu au cinéma, c'est compliqué. Et en vrai, j'ai pas trop trouvé, dans le pur objet cinéma d'1h30 de long métrage, moi j'ai pas trouvé de bonne adaptation de jeu en film. Je sais pas si vous avez des idées. Alors, en pure adaptation, je pense pas vraiment. Mais dans les associations qu'on fait dans les mécaniques de jeu, je pense au film français. Alors, c'était un monde à toi, le monde est à moi. Je sais plus exactement. C'est un film français où on a un petit dealer et qui, au fur et à mesure de ses rencontres, va un peu mettre les dealers dos à dos et finalement avoir ce qu'il cherchait, c'est-à-dire sa petite maison à lui, sa petite piscine. Et pour moi, c'est la meilleure adaptation de GTA au cinéma, en fait. Dans sa construction, mais en pur ou Oui, je vois. dans sa construction, voilà. Mais et je me demande si c'est une référence pour le coup, parce que vraiment cette évolution avec des personnages qui sont quand même très, on va dire, très colorés, qui sont très marquants. Et j'ai pas le titre. Je suis vraiment embêté si vous vous souvenez de ce film, ça a bien 4-5 ans. Voilà, merveilleux exemple. Et après il y a toujours les réflexions un peu transmédia ou réflexions en tout cas sur le média que sont voilà les Existence et Scott Pilgrim. Oui. Mais en adaptation ou qu'on réfléchisse un peu les mécaniques, etc. Est-ce qu'on met un Edge of Tomorrow comme un Die and Retry, voilà. Oui. Mais bon, il y avait déjà Un jour sans fin avant. Mais voilà, je pense à ce film-là. Alors c'est Le Monde est à toi, quelque chose comme ça. Merci. Merci. Voilà. Ouais, donc pas évident, et en fait, cherchez pas. Même s'il y a une exception, ça sera pas une industrialisation, donc on va couper court. Et pourquoi, à votre avis? Vous savez peut-être ça. En fait, il y a des facteurs systémiques à ça. Donc il y a le premier facteur systémique, c'est que c'est un jeu, c'est long. C'est sacrément long. Un jeu, c'est 10, 20, 4 heures, 100 heures de gameplay. Et en fait, toute la caractérisation qu'on apporte dans une mécanique très similaire à la série, par petites touches impressionnistes, tout au long du temps, en 4 dimensions, en 1h30, c'est dur. C'est compliqué. C'est juste compliqué. On le sait, les scénaristes le savent, tout le monde le sait. Et en fait, c'est aussi ça qui fait la force du jeu, c'est que non seulement c'est des choix, mais c'est des choix qu'on fait soi-même. C'est des choix qu'on apporte, et les personnages émergent. Si on joue à Skyrim, personne ne va avoir 2 fois le même personnage. Et pourtant, c'est une expérience hyper marquante. Faire un film Skyrim? Quoi? Ça ressemblerait à rien. Bref, c'est aussi là où c'est intéressant de parler de divergence, c'est que on a des facteurs systémiques très différents qui font que, à un moment, tu parlais de caractérisation, et en fait, j'ai envie de dire, la différence, c'est que nous, la caractérisation, elle émerge. Et ça, vous ne pourrez quasiment jamais la voir. Et donc, comme la caractérisation, elle émerge, on a un outil, un trope du médium propre, qui fait qu'en linéaire, ça passera toujours un peu difficilement. Voilà.
Cinéma et JV en allant plus loin, parce que faut quand même que j'avance. Ouais. Comment on peut jouer dans une salle de cinéma ou vice versa. Guitar Hero devant un public, ça c'était cool. On a fait ça à l'Engmin. On avait un bar avec un écran géant et puis on était à 50 à faire un Guitar Hero, c'était joué. Des Mario Kart à 8 sur grand écran, on a fait ça, c'est vraiment sympa. Jouer collectivement avec toute la salle avec moi mon amour. Il y a que 3-4 choix de SMS ou de réponses à chaque fois. On fait voter la salle et on pleure tous ensemble. Pardon. Une finale de Street Fighter en transmission live, c'est ouf. Si vous avez jamais vu une finale d'e-sport ensemble avec les gens qui hurlent, qui font des bruits de ouf, c'est assez incroyable. C'est une expérience très cinématographique pour le coup. Partager la jouissance du truc, je recommande à tout le monde d'aller au moins à une finale d'un Stunfest de Street Fighter. Comprendre l'énergie du truc, c'est dingue. Une retransmission d'une compète de The Division avec le suspense, les compètes à la Gamer Assembly, c'est un pur spectacle, c'est incroyable. Profiter de Inside ou de jeux avec un parti pris visuel incroyable, qui sont le même parti pris visuel qu'on pourrait aller sur du cinéma extrême comme La Jetée ou des choses comme ça, hein, j'en parle des mêmes objets, voilà, sur un grand écran. Franchement, Inside sur grand écran, moi je suis chaud quoi. Des jeux massivement locaux aussi. Donc ça, on en parlait ce matin avec l'Engmin, mais que les gens ils jouent avec leur smartphone et que la retransmission elle soit à l'écran et tout ça. Bon bref, ça c'est des choses qui sont super intéressantes à explorer. On a encore du chemin entre cinéma et JV, et là je suis désolé, je mets les pieds dans le plat, hein, parce que vous avez compris que c'était un peu mon truc aussi. Voilà, on en a encore à avoir des gens qui ont commis des faits graves et qui font leur apparition dans les awards, qui les distribuent ou qui les gagnent. Et ça, on a le même problème. C'est cool, hein. Et la question environnementale. Alors bon, les déchets du cinéma, je sais pas à quel point c'est un problème pour vous. Pour nous, le jeu vidéo, c'est vraiment chiant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plus gros de la consommation énergétique, c'est pas trop les jeux, en fait, c'est assez petit, ça va être plutôt la vidéo, etc. Le jeu, ça va. Par contre, c'est les matériaux. Enfin, claquer une PS4 puis une PS5, en fait, c'est des matériaux rares, qui sont très peu recyclables, qui sont très peu recyclés, qui ont des durées de vie affreuses. La PlayStation, elle claque une énergie folle. Moi, j'ai un kit PlayStation, c'est 1000 watts chez moi. Je l'allume pas tous les jours, hein. Donc la création aussi sur des machines très puissantes, avec des GPU très puissants, c'est pas ouf en termes de responsabilité environnementale. Donc nous, ça nous saoule un peu. Et j'ai ouï dire que mine de rien, le cinéma était quand même bien consommateur aussi de ressources. Ne serait-ce qu'un tournage, c'est comme un event. Voilà, t'as la moquette au début de l'event, t'as la moquette, on la jette à la fin de l'event. Alors en cinéma, bon, les truquistes, etc., ils sont vraiment un travail de fou là-dessus. Malgré tout, quand on a une grosse production comme Bollywood, ça doit produire des quantités de déchets. Et le numérique, enfin, je veux dire, une caméra numérique, en termes de matériaux rares, c'est la teuf, quoi. Donc voilà, c'est des problématiques communes, je pense, et qui sont encore là pour un moment. Bon, avant qu'on passe à quelques jeux d'ici et leur relation au cinéma, quelques questions peut-être ? Non, j'ai fait le tour, je vous ai convaincu. Bon, cool. On a compris que la fabrication était vraiment mondiale. Est-ce que justement toutes ces questions de réflexion, de jeux vidéo responsables, etc., est-ce que c'est aussi une réflexion mondiale ? Est-ce que oui. Vos homologues ailleurs dans le monde, ils y réfléchissent aussi ? Et est-ce que vous en parlez entre vous ? Oui. Donc aujourd'hui, on a un consortium aux Nations Unies qui s'appelle Play for the Planet, qui est représenté à l'ONU et qui rend des comptes, comme tous les secteurs, hein. Je pense qu'au cinéma c'est pareil, vous m'arrêterez. Mais on rend des comptes chaque année et on dit ce qu'on fait et ce qu'on aimerait améliorer. Et c'est à l'ONU, Play for the Planet ça s'appelle. Et donc les instances nationales font partie de ça. Et en Nouvelle-Aquitaine, on est très préoccupé par le climat de façon générale en Nouvelle-Aquitaine. Donc nous, on est pilote là-dessus. C'est nous qui avons créé le premier document sur la sobriété numérique en jeux vidéo qui sert de document pilote au SNJV. C'est nous qui faisons partie on fait partie de ces discussions avec Lyon, qui est très préoccupé aussi par ces questions. Et on pilote un certain nombre de réunions, un certain nombre d'actions. Séparément, parce que moi je parle plutôt pour les indés et les clusters de jeux vidéo, il y a Ubisoft qui produit énormément
de documentation, qui est très préoccupé par ces questions. Ils ont un assez fort actionnariat salarié, et du coup, ils sont d'un très gros contributeur aussi, appelé Force the Planet, et eux, ils y mettent vraiment. On peut reprocher ce qu'on veut à Ubisoft, mais ils font vraiment des efforts là-dessus, et c'est pour ça que la blockchain Tezos et le NFT de Quartz, c'est mal passé chez les salariés. C'est pour ça que ça va sans doute se casser la gueule. Parce que Ubisoft développe une grosse conscience écologique parce qu'ils ont un actionnariat salarié qui est relativement développé. Après, tous les consoliers y sont. On sait qu'ils sont un peu les mauvais élèves. Bonjour Sony. On sait aussi qui performent là-dessus, etc. On a des réunions là-dessus. On avait un séminaire là-dessus il y a 2 semaines. Pour informer tout le numérique, parce que le jeu vidéo s'intéresse à ces questions et échange avec tout le numérique aussi. Donc oui, on n'est pas forcément des champions de ça, forcé de le constater, mais en tout cas, la question est prise très au sérieux par les professionnels. Et on n'a pas attendu la régulation. On est plutôt à se dire, c'est quoi la régulation qui sera logique sur le secteur et comment nous, on va l'anticiper. C'est pas toujours comme ça, hein. Il y a plein de fois où la régulation nous tombe dessus et puis on est un peu dégoûté, puis on fait ouin. Là, c'est quand même un peu différent. On est plutôt en avance là-dessus. Mais comme sur les questions sociales, on en parle beaucoup. Nos salariés sont quand même plutôt des gens qui sont tous à peu près à égalité. Il n'y a pas trop une taylorisation de ça, donc tout le monde est un peu préoccupé de ça. Pour une fois, on a réagi un peu avant le truc, quoi. Ouais, truc tout bête, hein, mais il faut savoir que pour rentabiliser une console en termes de matériaux rares, etc., ou un ordinateur portable, il faut 7 ans, quoi. Donc si vous en achetez en dessous de ça... Oui, j'avais une question sur vous parliez tout à l'heure de la presse. Alors je ne parle pas de la presse spécialisée, mais j'ai l'impression qu'on, dans plein de revues maintenant, que ce soit Rock and Folk, Télérama, même sur France Inter, il y a des chroniques maintenant sur le jeu vidéo. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est bien pour le jeu vidéo? Est-ce que c'est mieux que ce soit un truc d'initié? Est-ce que ce soit de la presse spécialisée? Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de revues qui ne sont pas des revues de jeux vidéo, qui se mettent maintenant à avoir des pages comme la sortie de la semaine ou le disque du mois, quoi. C'est hyper simple, c'était complètement anormal et c'est purement générationnel. Aujourd'hui, pourquoi un jeu comme Dead Cells, qui fait 6 millions de ventes, qui est un jeu français, d'une scope de Nouvelle-Aquitaine, il n'a pas sa place sur France Inter comme un film qui fait 50 000 entrées? C'est un peu bizarre. Pourquoi est-ce que... je vais dire un truc au pif, mais le jeu d'Accidental Queen, qui fait quand même pas mal de ventes, il n'a pas la même représentation média que le dernier spectacle de un obscur humoriste qui... Enfin, tu vois, le mec, il va faire 10 000 entrées, c'est cool, c'est sympa, mais... Ouais, vas-y. Bah, ouais, je finis ma phrase, mais pour moi, c'est générationnel. C'est que les execs de ces médiums-là, ils connaissent pas le jeu vidéo, ils trouvent que ça rend débile, et du coup, ils autorisent pas forcément à ce que les articles y passent. Pour moi, hein, mais du coup, comme ça se rajeunit, Stigritz, il a 40 ans, et bah voilà, ça remonte, et puis ça va venir là, hein. Oui, non, la réponse, elle est simple. Sur France Inter, on va avoir à côté de soi un comédien qui incarne le film et à qui on pose une question et qui répond. Là, on fait la même chose avec un jeu, mais qui va répondre, quoi? Qui va donner envie d'acheter le jeu, comme en entendant sa voix, sa façon de dire les choses, le comédien ou la comédienne. À mon jeu. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est incarné dans le cinéma. Comment incarner dans le jeu vidéo? Bah, on peut prendre le comédien qui double le personnage principal. Mais c'est pas le cas. Enfin, si, parce que nous, on paye des comédiens, c'est les mêmes qu'au cinéma, hein. C'est une demi-blague, mais je pense que c'est plutôt plus générationnel parce que Stigritz, il fait des grosses émissions maintenant. Il envoie le pâté. Bénis, il le fait extrêmement bien, des gens extrêmement compétents. Je connais beaucoup de gens de la presse jeux vidéo. Il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu en mode c'est cool, mais je connais pas vraiment et j'en parle parce qu'il faut reporter. Eux, je sais que quand je discute avec eux, ils ont une vraie connaissance de ces sujets en profondeur. Ils interviennent aussi sur Gamecult, etc. C'est des grands professionnels. Pour moi, c'est plus générationnel parce qu'on commence à avoir des créateurs, des auteurs de BD sur France Inter parce que Antoine Decaune, il commence à lire ces BD-là. S'il invite les copains, comment ils s'appellent ?
s'il habite toute la génération des Gobelins qui a fait toutes les grandes BD de ces dernières années, c'est parce qu'il les a lus. Et ça lui arrive d'inviter des gens du jeu vidéo de plus en plus. Et ça va venir. Un game designer, il peut s'expliquer sur le jeu et en parler de façon très charismatique, sans beaucoup de soucis. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison. Après, oui, il y a l'incarnation, mais c'est pas une fin en soi. Florent Morin, il a fait plein de grands médias. Il était journaliste de la presse lui-même à l'époque, et il l'a expliqué plusieurs fois. C'est juste que c'est pas leur âge, c'est pas leur génération, ils le font pas. Après, moi j'entends la caractérisation, ça c'est sûr. J'avance. Je vais vous parler un petit peu de jeux vidéo et de cinéma, et je vais commencer par mon jeu en fait. Oui, non, mais c'est bon. On va montrer un peu des trailers de jeux, parce que là, vous m'écoutez parler. Est-ce qu'il va y avoir du Wi-Fi là? Oh non. Ouais. Oui, d'accord, certes, je comprends. Je suis grand. Donc ça c'est le jeu qu'on a fait. Du métal, des zombies et des sulfateuses, des groupes de métal de ouf comme Ultra Vomit. Il y en a à 60, donc je vais pas tous les faire, mais Gorod, Psycup, Ginger, Carpenter Brut, Ginger, les Ukrainiens, on pense à vous, Bumblefoot, Volcorix, Silly Larsen, Psycup. On a fait un niveau sur l'autruche, 14 minutes 47 de bonheur, je veux dire. C'est pas cool ça. Et on s'est énormément nourri de cinéma. Bon, j'ai été biberonné à Tarantino, à Rodriguez, Kubrick. Je pense que voilà, ça se démonte un peu tout seul. Même quand on a fait le jeu, on était à fond et on est des gros fans de cinéma, donc le lien il est pas trop à faire. Machete, les dinosaures de Jurassic Park, les références dans tous les sens, aussi des jeux évidemment, on puise dans la culture au sens général, on est quand même plutôt littéraire aussi, même si je suis développeur, je lis beaucoup. Voilà, on se nourrit de cinéma et ça nous nourrit même en tant que jeu indé. Puis voilà, aujourd'hui, on parle de Carpenter Brut, il compose aussi pour le cinéma et des choses comme ça, quoi. Quelques affiches de films qui nous ont bien inspirés, Grindhouse, Tenacious D, c'est pas du très très bon cinéma, mais c'est très inspirant quand même, mine de rien. Pulp Fiction, évidemment, voilà, donc on parle de cinéma et de jeux vidéo. On peut être là, on peut être ailleurs aussi. Je vous montre un autre jeu qui est fait ici, il s'appelle 12 with the Ugly, ça tire à la force du poing. Hop. Whoa, I'm in worse shape than I thought. Still have a handsome face, though. Oh, but they sure did a number on me. How did I get here? It was a normal evening. We were laughing, we were dancing, and suddenly chaos. Come on, try to remember. Cigarette, yeah. Who gave it to me? Wait a minute. That broad. Do we know each other? No, I'm going nuts here. What
What if something bad happened to me last night? What's wrong with that guy? What happened to him? Holy crap, hang on. Were there 2 guys with me? And those 2 there, are they staring at me or what? What happened to you, Rock? Why you? You're nobody. Just the guy who bops with the chicks on Saturday nights. Here you are with the headache from hell and missing one eye. How could I have forgotten an entire night? I've got to get to the bottom of this. Rocky style. No matter what they did to me, they did it. And it's too late for apologies. Plaisir de l'adaptation de la nouvelle de Boris Vian, donc ça c'est très très cool. Les références cinématographiques sont absolument partout. Voilà, adaptation d'un roman antiraciste de Boris Vian sous son nom de plume, assez célèbre, porté par une SCOP, coopérative ouvrière de passionnés de littérature, qui bouffe de la truculence française au matin et nourrit de répliques de Audiard. Voilà, c'est des gens très dans une approche française du cinéma. Bon, ils ont fait le Boris Vian. Voilà, des images qui sont juste... c'est un peu un plaisir de les projeter à un cinéma, quoi. C'est magnifique. Et avec des codes du noir, des codes des années 30, 40, 50. Comment ne pas voir... alors, c'est moi qui ai choisi, c'est pas forcément la directrice artistique. Mais moi, je voyais ces grandes affiches, quand même... Enfin, voilà... l'affiche avec James Dean avec ses couleurs hyper plaquées, hyper saturées et tout. Il y a quelque chose de très très cinématographique dans leur travail. La réplique, voilà, on est chez Audiard, on est chez Vian, on sait où on est. Et c'est quand même très très sympa, très très attendu celui-là. Je vais vous montrer Ixion ensuite, un must-play. Vous allez voir pourquoi. Jump complete. Hull integrity compromised. Likelihood of station survival stands at 7%. Repairs imperative. Hull integrity stabilizing. Likelihood of station survival now stands at 9%. Stockpiles depleted. Suggest probe launch to locate resources. Mining ships deployed. Signal detected. Power consumption reaching critical levels. Administrator intervention necessary. Magnetic storm intercepts proposed trajectory. Caution. Likelihood of station survival stands at 15%. Fallout 14%. 12%. 7%.
Donc là, c'est les copains de Bulwark, donc des trous charentais. Il y a aussi des gens de Lengemin. Il y a tellement de références cinématographiques à la seconde que ça brûle les yeux. C'est un jeu de Space Station Management. C'est un peu l'extrapolation de si on filait le pouvoir à Elon Musk, qu'est-ce que ça donnerait. Des gens évidemment nourris à la SF et au futurisme avec un grain de sel très pertinent. C'est des gens discrets, mais c'est là. Donc voilà, c'est quand même des images extrêmement cinématographiques. C'est juste, l'effort dedans est incroyable. Bon, je n'ai cité que ceux-là, mais rien qu'en le regardant, j'en ai trouvé 4 autres. Voilà, 2001, Dune, y compris celui de Fincher. Il y a du Alien dans le brutalisme de certains plans. Il y a du Interstellar. Enfin voilà, Solaris évidemment. Qui est une grosse ref. On en avait discuté il y a très très longtemps en plus avec les camarades de Bulwark. Et voilà, donc si on parle de cinéma et de jeux vidéo, je pense qu'on a fait un petit tour. Voilà, vos questions. Des petites questions parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, ouais. Connaissant le côté très maniaque de Stanley Kubrick et maintenant ses ayants droit, est-ce qu'on peut utiliser comme ça, enfin là évidemment dès qu'on voit le vaisseau on pense à 2001, l'Odyssée de l'espace, et donc est-ce qu'on peut réutiliser ou est-ce qu'il y a des problèmes de droit, parce que là on reconnaît tout de suite le vaisseau de 2001, l'Odyssée de l'espace. Ah non, il est différent. Et il est différent. Oui, ouais. Oui, c'est celui-là. Là. Justement, il est différent exprès pour éviter ces problèmes de droit. Bah évidemment qu'on peut pas reprendre quelque chose tel quel. Hein. Ça, nous, on dit que c'est une Cadillac, mais on va pas forcément l'écrire. C'est l'inspiration, mais on a dû changer tous les logos, tous les machins. Sinon, sur tous les salons de jeux vidéo et sur Steam, il y a toujours un juriste qui est prêt à vous sauter dessus. J'ai déjà reçu des emails à propos de l'avocat de Gojira californien, qui avait oublié que en fait le groupe a été d'accord. Et donc le lendemain de la diffusion du trailer par Nintendo, salut, c'est l'avocat, qu'est-ce qui se passe? C'est à qui ça? Non, c'est bon, on a le droit. Donc non, mais ça va très 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 vite et évidemment, comme tous les autres médias, les gens ils adorent les juristes. Hein. D'autres questions? 10%, moins 20%, moins 30%, question, pas cher, c'est bon? Allez, c'est bon alors. Ah, attends, il y en a une. Ah. Juste rapidement, je rebondis sur votre enthousiasme quand vous avez passé certaines images du jeu adapté de Boris Vian en disant c'est bien de le voir sur grand écran. Qu'est-ce que vous pensez fondamentalement du fait de, même si c'est pas adapté, parce qu'on en a parlé, l'idée de jouer comme ça massivement, c'est une chose, c'est très bien, créer des jeux adaptés à beaucoup de public dans une salle de cinéma, mais un jeu qui n'est pas prévu pour du cinéma, de profiter de l'écran de la salle de cinéma pour le son, pour l'image, pour à la fois le présenter, et on a dit, voilà, il n'est pas forcément facile pour des jeux, alors on va dire indépendants au sens large, d'être représentés, d'être communiqués, se servir d'une salle de cinéma qui, de temps en temps, va mettre en avant des courts-métrages qui ne sont pas connus, va mettre des films qui ne sont pas connus, mais peut-être aussi des productions vidéoludiques qui ne sont pas connues, comme des avant-programmes. Quand on voit un teaser comme celui-ci, ça a une putain de gueule sur grand écran quand même. Et j'aime pas du tout les jeux de gestion, mais ça m'a largement donné envie par le fait que ce soit un teaser qui joue aussi des mécaniques de cinéma. Donc est-ce que ça peut être aussi un écrin, une possibilité, cette communication via le cinéma? Moi j'ai l'impression que tu réponds à la question, hein. Tu as envie de le diffuser, je vais pas t'en empêcher. Historiquement, nous on diffuse pas les trailers de jeux en cinéma parce que c'est des publics segmentés. Et donc ça aurait un assez faible retour sur investissement, je pense. Et c'est quelque chose qu'on ne sait pas bien quantifier. Ubisoft l'a fait, FIFA ils font des pubs à la télé, etc. Malgré tout, la pub c'est toujours entre guillemets plus efficace quand elle est segmentée et diffusée là où sont les consommateurs. Ça c'est le côté purement mercantile. Hein. Mais évidemment que diffuser un trailer comme ça au cinéma, je veux dire, on n'a pas à rougir d'une production hollywoodienne en termes de photographie peut-être pas, mais de filmographie, en tout cas de maîtrise de l'outil de la narration. Donc nous on travaille sur des trailers de jeux,
ce genre de... Alors, on n'a pas fait cela, mais on peut être amené, et on emprunte des techniques de trailer de cinéma, on se documente beaucoup, on travaille beaucoup dessus. Alors après, il y a des petites différences. Là, on voit, ils expliquent très très bien le gameplay. Si vous allez jouer à la démo, c'est hyper clair, c'est hyper bien fait. Non, moi, je pense que ça aurait sa place. Après, est-ce que ça a une pertinence économique? C'est là-dessus qu'on peut s'achoper, mais admettons que les gens, ils ont envie de diffuser 1 ou 2 trailers, hein, pour le plaisir de l'avoir sur grand écran. Bah, je trouve ça pertinent, moi. C'est des objets qui sont étudiés pour des grandes télés, hein, souvent, ou des écrans de très très haute qualité. Donc en termes de densité de détail, on est quand même sur des choses extrêmement détaillées, extrêmement qualitatives, extrêmement fines. Il n'y a pas un pixel qui dépasse. C'est pas pour rien qu'on a les mêmes artistes en jeu vidéo ou en cinéma, quoi, hein. Donc, est-ce que l'objet s'y prête? Oui, on voit un truc comme ça, carrément. Ouais. Bon, et ben David, merci beaucoup pour ton intervention.